vais le faire ici, voilà. Voilà, je commence l'enregistrement. Définition de l'intelligence collective. Donc, désigne la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissance pour avancer vers un but commun. Et cette intelligence collective résulte de la qualité des interactions entre ses membres. Donc, les interactions, c'est les relations, les transactions. Et j'ai mis en perspective la spirale dynamique, peut-être certains d'entre vous connaissent, juste pour illustrer qu'en fait, donc, la spirale dynamique, c'est simplement l'évolution de la maturité humaine en fonction des conditions de vie. C'est au fond quelles sont les capacités cognitives qui sont nécessaires à un certain degré de conditions de vie ou de conditions d'existence. Et en fait, quand vous regardez cette définition de l'intelligence collective, vous voyez qu'elle s'adresse à un niveau déjà assez supérieur dans la spirale dynamique. C'est le niveau vert. Or, aujourd'hui, la plupart des entreprises... Bienvenue. C'est Delphine. Oui. Bienvenue, Delphine. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont dans le même orange, qui est le même de l'accumulation matérielle et de la compétition, ou dans le même bleu, qui est le même de la hiérarchie, de l'ordre, de l'obéissance à des règles. Alors, comment faire pour améliorer la qualité des interactions entre les membres pour avancer vers un but commun et donc faire converger intelligence et connaissance? Et en fait, il faut revenir à se connaître soi-même. Gnotis Eoton, c'était indiqué sur un temple à Delphes, hein, vous voyez un petit temple là. Et donc déjà, l'Antiquité, les sages, comme Socrate, nous invitaient à nous connaître nous-mêmes. Et alors, il y a différentes approches de la personnalité. J'en ai repris ici, mais très rapidement, l'approche disque, que vous avez peut-être connue certains, où on voit des couleurs, le bleu, le rouge, le jaune, le vert. Il y a une autre approche qui est assez similaire, qui est celle des styles sociaux de Paul Václavic, de l'école de Palo Alto. Je passe très vite, hein, c'est juste vous montrer quelques théories de la personnalité. Alors, il y a le Process Communication Model de Tybee Keller. Tybee Keller, c'est l'école de l'analyse transactionnelle. C'est donc, on peut considérer que non seulement le Process Communication Model, mais l'analyse transactionnelle est aussi une bonne manière de se connaître soi-même et de connaître les autres. Il y a aussi le MBTI qui est très, très fort utilisé dans les grandes entreprises. Vous voyez qu'on part de extraversion, intraversion, sensation, intuition, pensée, sentiment, jugement, perception, et ça donne 16 types ou profils psychologiques. Alors, on arrive à l'énéagramme. Alors, vous voyez là 9 chiffres. D'ailleurs, énéagramme, ça vient de énéa. En grec, ça veut dire 9. Et gramme, ça veut dire point. Et je vous montre le symbole suivant. Lorsque j'ai suivi ma première formation à l'énéagramme, c'était il y a 4 ans, et nous étions une quarantaine en rond sur des chaises autour d'un tapis. Et c'était ce tapis-là, vous voyez, où on voit ces 9 chiffres avec des couleurs. C'était assez mystérieux. Et donc, c'est Alain Prémont qui a fait ce tapis et qui est à l'origine de ma formation. Alors, je vous ai dit, les MBTI est assez fort utilisé dans les grandes entreprises. Il est très rassurant. Et l'énéagramme, il y a un côté un peu... il y a certaines personnes, en tout cas, qui trouvent que c'est dangereux. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis cet avertissement. On parle de dérive sectaire. Voilà, je vais très vite. Et donc, petite histoire de l'énéagramme, c'est que d'après le lama Kunzang, qui est un bouddhiste, ça viendrait, l'origine de l'énéagramme serait mésopotamienne, mais ça aurait été transmis par des sages tibétains.
il y a une historienne de l'islam qui, elle, va voir ça dans l'origine de l'énéagramme, dans le soufisme, qui serait arrivé en Europe avec la Kabbale, donc le judaïsme. Mais le premier qui a vraiment enseigné l'énéagramme, c'est Georges Gurdjieff, qui est un enseignant spirituel en Arménie. Et il enseigne l'énéagramme à ses étudiants vers 1916. C'est aussi un compositeur de musique. J'ai déjà écouté des morceaux de musique de piano. Ah, il y a... On entendait... Est-ce que tout le monde est là? Oui. J'ai cru entendre quelque chose, mais tout se passe bien? Ça va? Oui, très bien. OK, je repartage mon écran. Voilà. Alors, Oscar Ichazo, au Chili, va sur les traces de Gurdjieff au Népal, en Inde, en Afghanistan, et il va vulgariser l'énéagramme à Santiago, à l'Institut de psychologie. Et quelqu'un qui l'a écouté là, qui s'appelle Claudio Naranjo, c'est un psychiatre chilien, va développer en Californie sa version de l'énéagramme à partir de 1970. Et puis c'est repris par Helen Palmer, qui est une enseignante en psychologie et qui est aussi une grande méditante. Et elle décide d'en faire une branche du développement humain. Elle rédige en 1988 le guide de l'énéagramme, qui est un ouvrage de référence. Et dans les éléments de synthèse que je vais vous présenter, il y a une partie d'Hélène Palmer, il y a une partie de Alain Prémont, qui était mon formateur, et enfin l'Institut Alain Prémont, et aussi Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory, bienvenue. Je m'excuse pour mon retard. Pas de problème, mais on a un petit peu avancé. Là, on parlait des origines de l'énéagramme qui remonte, semble-t-il, à une origine mésopotamienne et qui a été repris par des sages tibétains, mais on voit aussi ça dans une origine dans le soufisme. En tout cas, disons dans la psychologie moderne, c'était repris surtout par Oscar Ichazo, Claudio Naranjo et Hélène Palmer. Alors, c'est quoi l'énéagramme? Ça permet de mieux se connaître, de mieux connaître les autres pour mieux co-créer, en fait. Et par rapport aux autres modèles de connaissance de la psychologie humaine que je vous ai présentés très rapidement, comme ça, je vous laisserai les dias. Hein, donc, la présentation ici, je la mettrai sur notre groupe de messagerie LinkedIn. Donc, l'énéagramme, ça permet de prendre conscience de certaines choses, en fait, et d'évoluer. Ça s'appelle l'énéagramme évolutif. D'ailleurs, ici, quand c'est enseigné par Alain Prémont, c'est l'énéagramme évolutif. Alors que les autres théories de la personnalité, comme le MBTI, on a tendance à mettre un petit peu les gens dans des petites boîtes. Et donc, 9 bases, ce sont des mécanismes de défense, en fait, qu'on a acquis dès la petite enfance. Et l'intégration qui nous est proposée, c'est de ne plus s'identifier à son armure, à sa base, mais c'est de se connecter à son essence ou de se connecter à son prince intérieur. Et donc, l'énéagramme est un chemin de conscience. Il nécessite de mettre en place un observateur intérieur. Alors, je vais vous faire un petit peu entrer dans le modèle. Ça va, il n'y a pas de questions pour le moment? Vous voyez bien mon écran? C'est bon. C'est bon? Moi, c'est bon. Je ne sais pas pour chacun. Mais... Alors, j'ai repris ici dans ce... Allô? Voilà, j'ai repris dans ce slide ici, dans cette dia, les problèmes émotionnels centraux. Et vous voyez que dans les 9 chiffres, il y a un triangle de base qui est le triangle 3, 6, 9. Et en fait, le 3, il est au milieu de l'énergie de l'émotion. Le 6, il est au centre de l'énergie mentale. Et le 9 est au centre de l'énergie de l'instinct. Et donc, voilà, c'est le triangle de base, en fait. Et donc, le problème émotionnel central du 9, c'est la colère. Celui du 3, c'est qu'est-ce que je ressens? En fait,
C'est une question, il ne le sait pas. Et le 6, les 3 bases mentales que sont le 5, 6 et 7, c'est le problème émotionnel central, c'est la peur. Par contre, les problèmes mentaux centraux, le 9, c'est l'oubli de soi. Le 3, c'est l'image. L'image pour le 3 est très, très importante. Et le 6, c'est le doute. C'est le doute qui est vraiment, je vais dire, central chez le 6. Alors, oui, donc le triangle de base, c'est 3, 6, 9, mais en fait, toutes les autres bases sont des variations de ces bases-là. Par exemple, le centre de la colère, c'est la base 9. Paradoxalement, la base 9, c'est le médiateur. Vous voyez, il est au centre de l'énergie de l'instinct, c'est-à-dire qu'il va utiliser cette énergie de l'instinct à la fois vers l'extérieur et à la fois vers l'intérieur. Et donc, sa colère va être réprimée et va se manifester sous forme d'agression passive. À côté, donc, la première aile du 9, c'est le 8. Là, la colère est extériorisée. Elle sort facilement. Le 1, c'est le perfectionniste, en fait. La colère est intériorisée. Donc, le 1 va utiliser cette force de l'instinct pour s'améliorer, en fait. Mais la colère ne va sortir que quand le 1 se trouve dans son droit. Et ça peut justifier à certains moments sa colère. Mais elle va être très vite rétractée. Je vais quitter ici ma messagerie. Alors, ça c'est le 9, j'ai commencé par le 9, j'aurais pu commencer par le 3. Donc, ce sont les 3 bases émotionnelles, le 2, le 3 et le 4. Donc, le 3, c'est au centre de qu'est-ce que je ressens et ces sentiments sont en suspens. Le 3, vous le verrez, c'est le battant, c'est le gagnant. Alors, une aile du 3, c'est le 2. C'est la version extériorisée de qu'est-ce que je ressens. Le 2, c'est l'altruiste. Il prend en lui les sentiments d'autrui. Le 4, c'est la version intériorisée de qu'est-ce que je ressens. C'est un peu l'artiste. Et lui va dramatiser ses sentiments. Et puis, nous avons le troisième, comment dirais-je, le 6, qui est le problème mental central, c'est la peur. Ce sont les bases mentales, 7, 6 et 5. Le 6, donc, la peur est intérieure, elle est projetée dans l'environnement. Le 7, qui est l'épicurien, lui va extérioriser sa peur sous forme d'options plaisantes. Le 7, c'est quelqu'un qui adore multiplier les projets. Et le 5, par contre, l'observateur, lui, sa peur sera intériorisée et il a peur des sentiments. Il va d'ailleurs trouver que les sentiments des autres sont incongrus. Alors, voilà un petit peu de manière très schématique les 9 bases. J'ai repris ici des descriptions un peu succinctes des 9 bases et j'ai repris le rapport au monde de chacune des bases. Par exemple, si je commence par le 9, qui est on dit aussi le médiateur, c'est quelqu'un qui est affable, bienveillant, tolérant, réceptif, conciliant, indulgent. Son rapport au monde, c'est communier, en fait. Donc, il aime l'harmonie. C'est bizarre, hein, puisque je vous ai dit qu'il était au centre de l'énergie de l'instinct. Et donc, le problème mental central, c'est la colère, en fait. Alors, les 2 ailes du 9, ou les 2 côtés du 9, c'est le 8 et le 1. Hein, on est dans une forme géométrique. Le 8, le rapport au monde du 8, c'est combattre. Le 8, c'est le protecteur, c'est le justicier, c'est le chef. C'est un leader, il est actif, il est direct, il est instinctif, il est rapide. Et donc, quand je dis les ailes ou les côtés, en général, chaque base a l'occasion d'acquérir les caractéristiques d'une base qui est sur le côté à l'âge de l'adolescence. Et puis, vers 30-35 ans, il peut acquérir une autre aile ou un autre côté. Par exemple, un 9 pourrait avoir un côté 1, qui est le côté perfectionniste à l'adolescence, et pourrait ensuite, vers 30-35 ans,
quand il a peut-être plus de maturité ou quoi, acquérir certaines caractéristiques du 8. Le 1, son rapport au monde, c'est la maîtrise. C'est le perfectionniste, il est intègre, il est rigoureux. Il est assez critique en fait. Il est critique sur soi d'abord, mais sur les autres aussi, parce que tout n'est pas parfait. C'est quelqu'un qui est exigeant. Là, je vous ai décrit les 3 bases de l'instinct. Je vais vous décrire maintenant les 3 bases qui sont les bases émotionnelles, qui sont le 2, le 3 et le 4. Je vais commencer par le 3. Le 3, c'est le battant, il est affirmé, c'est un réalisateur, il est brillant, et son rapport au monde, c'est l'efficacité. Alors, l'aile, sa première aile, ça peut être le 2, qui est l'altruiste, qui est quelqu'un qui est éminemment relationnel, généreux, empathique. C'est quelqu'un qu'on reconnaît parce que dès que quelqu'un a un problème, il va vouloir l'aider. Et donc, son rapport au monde, c'est le service. De l'autre côté du 3, il y a le 4, qui est le romantique. C'est quelqu'un qui est passionné, original. Il est un peu artistique. On le voit d'ailleurs, il s'habille souvent de manière originale. Et son rapport au monde, c'est l'intensité. Donc, l'intensité des sentiments. Alors, les 3 bases mentales, qui sont le 6, le 5 et le 7. Donc, le centre, c'est le 6, hein, le triangle du centre. Le 6, c'est le loyaliste. Donc, il est vigilant, il est critique aussi, comme le 1, mais surtout vis-à-vis de l'autorité. C'est quelqu'un qui peut être fidèle quand l'autorité est jugée comme étant légitime, mais il est phobique ou contre-phobique, c'est-à-dire soit phobique, donc effectivement c'est le spécialiste des plans B, il va imaginer tout ce qui peut mal se passer et trouver des plans B, ou alors contre-phobique, c'est-à-dire qu'il va faire des sauts à l'élastique pour prouver qu'il n'a pas peur, mais en fait si, c'est une manière de se prouver qu'il n'a pas peur, mais il a peur. Son rapport au monde, c'est douter. Alors, la version extérieure comment dirais-je, de l'utilisation du mental, c'est le 7, qui est l'épicurien, qui est plutôt optimiste, créatif, généraliste. C'est quelqu'un qui adore multiplier les projets, et son rapport au monde, c'est positiver. L'observateur, quant à lui, c'est la version intériorisée de la base mentale. C'est donc l'observateur, il est expert, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui analyse, qui réfléchit, qui est stable. Et son rapport au monde, c'est comprendre. Alors, vous voyez, au centre, il y a des flèches et il y a des directions dans les flèches. Et en fait, je vous ai expliqué que chaque base pouvait avoir 2 côtés ou 2 ailes. Hein, donc, on peut s'approprier les bons ou les mauvais côtés des bases qui sont sur les côtés. Mais les flèches, ce sont les pôles, c'est-à-dire ce sont des variations de caractère en fonction de est-ce que je suis détendu en sécurité ou est-ce que, au contraire, je suis dans l'action, dans l'activité et dans une certaine forme de stress. Par exemple, si je prends les flèches qui sont au niveau du 6, vous voyez qu'il y a une flèche qui arrive depuis le 9. C'est-à-dire que quand le 6 est détendu, il peut acquérir certaines caractéristiques du 9. Par contre, quand il est dans l'action, il peut acquérir certaines caractéristiques du 3. Et donc, le triangle du base, vous voyez que c'est justement que les pôles de 3, 6, 9 sont reliés entre eux, en fait. Par contre, si je prends l'exemple du 7, vous voyez une flèche qui arrive du 5, ça veut dire que quand le 7 est détendu, il est capable justement d'acquérir certaines caractéristiques du 5 et il va pouvoir accumuler des nouvelles connaissances, lire beaucoup, analyser la situation. Et il y a une flèche qui va vers le 1. Donc, ça veut dire que quand le 7 est sous tension, dans l'action, il peut acquérir certaines caractéristiques du perfectionniste. Et là, donc, au lieu de multiplier les projets, sans toujours aller jusqu'au bout, lorsqu'il se connecte à son pôle 1, il va aller jusqu'au bout des projets qu'il entreprend. Il sera capable de les mener à bien. Et vous voyez, chaque base a 2 pôles, toujours, qui sont parfois dans d'autres énergies. Parce que quand je vous ai dit, il y a l'énergie de l'instinct, il y a l'énergie mentale et il y a
l'énergie émotionnelle. Bien entendu, nous avons tous ces trois énergies-là, mais nous les avons tous plus ou moins. Alors, Stéphane, oui, je peux t'interrompre 2 secondes oui, je t'en prie. Oui, parce que est-ce que tu peux revenir sur le diagramme, sur le schéma? Oui, voilà. C'est juste parce que j'ai pas compris. Comme ça va vite, je voulais juste valider avec toi. Par exemple, si tu prends le 6, donc quand la flèche va dans le sens du 3, c'est quand il est détendu, il va vers le 3, en fait. Il prend des qualités du 3. Et quand la flèche est dans l'autre sens, c'est quoi alors? Oui, je me suis mal exprimé. En fait, quand la flèche, donc si je prends la position 6, il y a une flèche qui vient du 9. Oui, et donc, c'est celle-là que... Voilà, Oui, ça veut dire que quand le 6 est détendu, eh bien, il peut acquérir certaines caractéristiques du 9, du médiateur. Alors que quand il est sous stress, dans l'action, il va acquérir certaines caractéristiques du 3. Donc, le sens de la flèche va, oui, du 6, la flèche qui va vers une autre base, c'est quand on est dans l'action, sous détendu tension. ou sous stress. Et la flèche qui arrive vers une base, c'est quand la personne est détendue. Voilà. C'est un stress positif quand tu dis sous stress ou bien... Oui, c'est un stress qui peut être soit positif, soit négatif, mais c'est en tout cas, quand on est dans l'action, dans l'activité. Et donc, si je prends l'exemple du 2, vous voyez une flèche qui part du 2 vers le 8, ça veut dire que le 2, quand il est dans l'action, eh bien, il peut acquérir certaines caractéristiques du 8. Donc, le 2 qui est dans l'énergie émotionnelle peut acquérir les caractéristiques du 8 qui est dans l'énergie de l'instinct. Par contre, il y a une flèche qui vient du 4, et ça veut dire que le 2, quand il est détendu, quand il est en paix, peut se mettre dans l'intensité du romantique, en fait. Ok, et ça veut dire aussi, par extension, qu'une personne, du coup, peut s'entendre mieux avec une autre parce qu'elles peuvent entrer en lien, non? Oui, effectivement. Okay. Effectivement, oui. Okay. Merci pour cette demande de clarification. Alors, chaque base, il y a 3 sous-types qui sont survie, tête-à-tête et sociale. Survie, ça veut dire la personne, en fait, elle est très attentive à son confort matériel et elle se sent bien seule. Elle est capable elle a besoin d'être seule à certains moments. Tête-à-tête, c'est quelqu'un qui va privilégier les rapports en tête-à-tête, justement, les rapports à deux, rapports de couple. Et en américain, d'ailleurs, tête-à-tête, ils appellent ça sexual. Et social, ce sont les personnes qui attachent beaucoup d'importance au groupe, qui vont faire partie soit d'un groupe politique ou alors d'un groupe d'amis. Voilà. Et selon qu'on a un de ces sous-types, ça peut accentuer ou pas certaines caractéristiques des bases. Alors, j'ai mis ici les focalisations de l'attention. Donc, il faut imaginer que si on retrouve 9 bases différentes dans une pièce avec une certaine action, eh bien, chacun verra des choses différentes, en fait. Par exemple, le 9 va être attentif au point de vue des autres. Le 1, le perfectionniste, va être attentif à ce qui est correct et ce qui n'est pas correct. Le 2, l'altruiste, va être attentif aux besoins des autres. Le 3, qui est le gagnant, le battant, il va être attentif à l'image, aux tâches, au rôle. Le 4, qui est le romantique, va être attentif à ce qui manque. Le 5, l'observateur, va être attentif à ce que les autres attendent de moi. Et d'une manière générale, il craint ça. Il préfère... c'est un observateur. Quand on le voit dans une pièce, il a tendance à être un petit peu à l'écart. Il observe. Le 6 va être attentif aux risques, aux périls éventuels. Le 7 va rechercher les options plaisantes. Le 8, lui, va être attentif au pouvoir et au contrôle. Vous voyez, donc, la focalisation de l'attention des 9 bases est très, très différente, quoi. On a toujours tendance à croire que tout le monde pense la même chose, mais ce n'est pas du tout vrai, quoi. Alors là, c'est le schéma que j'avais repris dans le poste, où j'ai repris les compulsions.
les mécanismes de défense et les passions émotionnelles. Alors, je vais prendre par exemple le 1. Sa compulsion, en fait, c'est d'éviter la colère. Et paradoxalement, sa passion émotionnelle, c'est la colère. C'est-à-dire que le 1, comme il n'arrive pas à toujours être dans la perfection, c'est quelqu'un qui veut toujours bien faire les choses et tout doit être bien fait. C'est quelqu'un qui dit souvent « il faut, je dois ». Mais comme il ne parvient pas à tout faire tout le temps, tout bien, eh bien, ça le met en colère. Mais sa compulsion, justement, c'est d'éviter la colère parce que ce n'est pas bien. Et son mécanisme de défense, c'est la réaction. Donc, il a tendance à, si on le critique, par exemple, il va réagir immédiatement. Sur le côté du 1, le côté émotionnel, c'est le 2. Lui, sa compulsion, c'est d'éviter de reconnaître ses besoins. Et donc, son mécanisme de défense, c'est justement la répression de ses besoins. C'est quelqu'un qui va toujours s'adapter au désir de l'autre pour essayer de lui plaire. Et sa passion émotionnelle, c'est l'orgueil. Le 3, la passion émotionnelle du 3, c'est la tromperie, parce que sa compulsion, c'est éviter l'échec. Donc, il faut à tout prix éviter l'échec. Je pense qu'un bon exemple de 3, c'est l'ex-président Trump. Vous voyez, il y a les winners et les losers, mais lui, c'est un winner, donc c'est pas possible l'échec, quoi. Et donc, même quand il a perdu les élections, il a dit que c'était des élections truquées. Donc, le mécanisme de défense du 3, c'est l'identification, c'est-à-dire qu'il s'identifie à son rôle. Le romantique, lui, sa compulsion, c'est d'éviter la banalité. Le mécanisme de défense, c'est l'introjection. Alors là, je dois avouer que j'ai perdu la définition. Ah, elle est partie ici. La définition de l'introjection. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider sur ce que c'est l'introjection. Oui, si tu veux, s'introjecter, c'est l'image d'une piqûre en fait que tu fais que tu mets dans les veines en fait, t'introjectes. Oui. C'est comme si tu retournais, c'est un mécanisme de défense, tu retournes la colère contre toi ou tu retournes les choses contre toi. Et donc voilà, et tu t'introjectes la colère, tu t'introjectes la souffrance, tu t'introjectes. Voilà. Donc, effectivement, le romantique est dans l'intensité des sentiments et donc il va vivre des hauts et des bas émotionnels assez incroyables, quoi. Et donc il sera souvent dans la mélancolie et il estime, le 4, que la mélancolie, c'est une manière forte de vivre la vie et donc quelque part ça lui plaît aussi parce que la banalité pour lui, c'est quelque chose qui est vraiment moche. Et donc, sa passion émotionnelle, c'est l'envie. Alors l'observateur, lui, sa compulsion, c'est d'éviter le vide intérieur. Il a tendance à s'isoler et sa passion émotionnelle, c'est l'avarice, notamment de son temps. Je connais par exemple un dirigeant d'une société, enfin heureusement il a un associé qui est tout le temps dans son bureau en fait et souvent il ne prend pas le téléphone, donc il s'isole complètement en fait et il ne faut pas lui demander de s'occuper d'un client ou de s'occuper d'un collaborateur parce qu'il dit j'ai déjà donné, donc on retrouve vraiment cela. Le loyaliste, sa compulsion, c'est d'éviter la déviance. Son mécanisme de défense, c'est la projection. Et donc, la passion émotionnelle, c'est la peur. Hein, je l'ai dit, c'est le centre de la peur, en fait. Et l'épicurien, lui, sa passion émotionnelle, c'est la gloutonnerie, puisqu'il aime, c'est un épicurien, il aime les plaisirs. Sa compulsion, c'est d'éviter la souffrance. Et son mécanisme de défense, c'est la rationalisation. Le 8. Quoi? Pardon, Stéphane, j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'on est d'office l'un de ces profils-là, ou bien, tu disais tout à l'heure, c'est évolutif, ou est-ce qu'à différents stades de notre vie, on va avoir un profil différent? Alors, est-ce qu'on a quand même une grande tendance? Oui, nous avons, donc je l'expliquais au début, nous avons tous une base. Mais bien entendu,
nous avons la possibilité d'évoluer en maturité. Et c'est comme ça qu'on a chaque base à 2 côtés et 2 pôles. Ça fait donc 5 caractéristiques déjà. Ennéagramme, comme ça qu'on peut... Chaque individu est un mystère, hein, je veux dire, c'est un système complexe, ceci. Chaque individu est complexe. Et en fait, l'énéagramme évolutif, en fait, on se rend compte que la maturité, quelque part, c'est de se débarrasser de sa base. C'est d'être capable, en fait, de ne pas s'identifier uniquement à ses propres mécanismes de défense, mais de pouvoir aussi comprendre tous les autres points de vue des autres bases et de considérer qu'ils sont aussi acceptables et de pouvoir aussi réagir de la même manière que les autres bases. Et donc, la maturité, c'est de se connecter, en fait, à son essence. Et quand on se connecte au meilleur de soi-même ou à son prince intérieur, en fait, on se débarrasse un petit peu de sa base, en fait. Et je peux aller un tout petit peu plus loin sur les pathologies sévères, parce que l'énéagramme est aussi utilisé dans le diagnostic de santé mentale, le DSM, aux États-Unis, pour justement pour reconnaître certaines pathologies. Et donc, par exemple, le 4, qui est justement dans l'intensité des sentiments, eh bien, il a tendance à être dépressif. Le 5, il est schizoïde évitant. Le 6, paranoïaque. Le 7 peut être narcissique. Le 8, celui qui est dans l'excès souvent, peut être considéré comme un sociopathe. Le 9, passif, agressif, obsessionnel, compulsif. Le 1, on retrouve obsessionnel, compulsif, mais le mot compulsif est mis en gras, alors que dans le 9, c'est plutôt obsessionnel plutôt que compulsif. Le 2, c'est histrionique, alors c'est anciennement hystérique, donc je l'ai mis. Donc c'est caractérisé par un niveau émotionnel de besoin d'attention exagéré. La séduction devient un besoin. Et le 3, c'est narcissique secondaire, travaillomane ou personnalité de type A. Donc, toutes ces pathologies sévères, c'est justement quand on s'identifie totalement avec sa base, en fait, et qu'on n'est même pas capable de considérer que c'est un comportement dont on peut finalement, sur lequel on peut travailler. Vous voyez? Donc, on a tous une base de 3, 6 ou 9, on a avec des tous tendances de 2 ailes qui sont sur le côté, et se rendre compte que les autres trucs existent et essayer de raisonner selon les autres profils, ça nous aide à gagner en maturité, c'est bien ça? Alors, le 3, 6, 9, c'est le triangle de base. Et donc, nous avons tous une des 9 bases. Mais, comment dirais-je, si j'ai commencé par les triangles de base, c'est parce que le 9, c'est le centre de l'énergie de l'instinct, que le 3, c'est le centre de l'énergie émotionnelle, et le 6, c'est le centre des bases mentales. Et donc, on pourrait avoir une base de 5, par exemple. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ce que je disais, c'est que il y a un triangle de base, et puis toutes les bases qui sont sur le côté, ce sont les ailes, en fait, ce sont des variations de caractère de ce triangle de base. Par exemple, le 1, c'est une variante comment dirais-je, du 9. Hein. Le 1, c'est la variante intériorisée de l'énergie de l'instinct, alors que le 8, c'est la version extériorisée de l'énergie de l'instinct. C'est-à-dire que le 8, il va exercer sa force, sa puissance instinctive vers les autres. Il aura tendance à un petit peu être dominant, à dominer les autres. Ok, ça va. Donc, alors, il y a Excusez-moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question par rapport à la schizophrénie, comment on appelle ça, les pathologies. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous voyez les syndromes de Diogène. Oui, oui. Je pense qu'elle est considérée aujourd'hui comme une pathologie sévère, n'est-ce pas? Et donc, on peut la mettre dans quelle branche? Dans quelle branche, oui, parce que moi, j'aurais tendance à dire obsessionnel compulsif, mais je n'ai pas bien compris la pathologie dont tu parlais. C'est le syndrome de Diogène, donc c'est l'accumulation excessive. Donc, je ne parle pas ici d'avoir beaucoup de livres, je parle d'avoir
une maison où on ne peut pas ouvrir la porte tellement il y a des choses et où il y a la maison n'est pas saine de tout. Ça sont dégueulasses. Les gens sont dans les dégoûts total. Et Ah, donc, Ouais. et ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas et ils croient que la maison est bien, est parfaite. Et donc, j'ai 3 cas ici en Belgique. J'ai 3 cas comme ça. Et Faudrait que les- si je peux me permettre, Elisabeth, il faudrait que tu regardes sur le DSM, en fait, dans quelle pathologie. Ah oui, ok. Je pense que enfin, moi, je connais un peu les troubles, etc. Je pense que tu as raison, ça doit être dans un truc, c'est plus relié aux troubles obsessionnels compulsifs. Mais il faudrait que oui, tu regardes sur le DSM à ok. quoi ça se rattache, parce que c'est un truc un peu compliqué comme trouble. D'accord. Stéphane, c'est les troubles où, en fait, les gens, ils accumulent tout dans la maison. Ils ont Tout, plein tout, d'objets et ils même n'arrivent la pas à jeter. poubelle. Voilà, ils n'arrivent pas à jeter. Donc, je ne connais pas. Et donc, mais ma question vient surtout sur l'énéagramme, parce que si j'ai bien compris, alors la base 6, 9, 3, ça vient de la colère, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Alors, le 3, 6, 9, c'est simplement le triangle de base. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver, voilà, ici, vous voyez, j'ai mis des couleurs pour les trois énergies. Donc, le 8, le 9 et le 1, c'est l'énergie de l'instinct. C'est pour ça que je les ai mis en rouge, par exemple. Vous voyez? Et donc, le 9 est au centre de l'énergie de l'instinct. Donc, c'est instinctif, je veux dire. Le 2, le 3 et le 4, ce sont les énergies de l'émotion, tandis que le 5, le 6 et le 7, ce sont les énergies mentales. Bien entendu, nous avons tous ces 3 énergies, mais notre base, c'est quelque part, c'est là que nous avons un peu par réflexe, c'est notre base de départ en fait, c'est nos mécanismes de défense. Depuis qu'on est tout petit, on a tendance à être un petit peu plus, soit une base mentale, soit une base émotionnelle, soit une base instinctive. Et donc, je prenais le 3, 6, 9 juste pour dire que c'est le triangle de base et que toutes les bases qui sont sur le côté, ce sont des variations de caractère de 3, 6, 9. Vous voyez? Donc, le 9, c'est le centre de l'énergie de l'instinct, le 6, c'est le centre de l'énergie mentale, et le 3, c'est le centre de l'énergie de l'émotion. Mais donc, le 2, c'est une aile du 3 comme le 4. Vous voyez? Mais nous pouvons avoir une des 9 bases. Je pense alors, Elisabeth a raison quand elle dit que les gens qui ont besoin de tout collectionner et qui ne savent rien jeter, effectivement, ils veulent être dans la maîtrise, donc ils sont sur le profil numéro 1. Ah, peut-être. Peut-être, effectivement. Mais honnêtement, je ne suis pas psychiatre. Je ne connais pas, je connais pas toutes les pathologies. Mais le 1, effectivement, la tension centrale du 1, c'est je garde la maîtrise, c'est-à-dire je veux tout pouvoir maîtriser ou j'accepte de lâcher prise. La tension du 9, c'est je m'oublie ou je me positionne. Parce que le 9, vous vous souvenez, j'ai dit que la compulsion du 9, c'était d'éviter le conflit. Et donc, la manière la plus simple pour le 9 d'éviter le conflit, c'est de s'oublier et de ne tenir compte que des avis des autres. Et donc, quand le 9 s'intègre, il se positionne, il prend sa place. Le 8, c'est j'affirme ma force ou je reconnais ma faiblesse. La compulsion du 8, c'est d'éviter la faiblesse. Donc, voilà, c'est le 7, c'est je cherche du plaisir en tout ou j'accepte la souffrance. Le 6, c'est je me méfie, je fais confiance. Le 5, c'est je me ressource dans mon monde extérieur ou je m'investis dans le monde extérieur. Le 4, c'est j'aspire à la plénitude et ou j'accepte le manque. Le 3, c'est le battant, c'est j'en mets plein la vue ou je me montre tel que je suis. Le 2, c'est je donne sans compter ou j'attends un retour. Voilà, j'ai un petit peu dit toutes les tensions centrales. Là, j'ai repris en fait, l'enfance de chacune des bases de manière très résumée. Par exemple, le 9, le médiateur,
quand ils étaient enfants, ils se sentaient négligés, ils ne se sentaient pas écoutés. Et donc, ils ont appris à s'oublier, en fait. Et l'intégration du 9, c'est justement de passer à l'action, c'est-à-dire d'accepter qu'il n'y a pas que les points de vue des autres qui sont importants, mais qu'il y a le sien aussi. Et donc, c'est l'action à se connaître et à se connecter, en fait, à ses besoins, à ses propres désirs. Le perfectionniste, c'était des enfants qui ont appris à se comporter correctement et puis qui ont été critiqués. Et du coup, ils ont cru qu'il fallait tout faire de manière parfaite, sinon on ne pouvait pas survivre. Et l'intégration, en fait, c'est la patience. Donc, c'est de se dire, c'est pas possible de tout bien faire tout le temps. Et donc, d'accepter de ne pas remettre à plus tard tout le temps des moments où on va pouvoir au contraire être cool. Donc, oui. Stéphane, donc, on va dire par exemple quelqu'un qui fait une thérapie, qui apprend à se lâcher prise, qui apprend Oui. la patience. On peut dire qu'il peut évoluer dans un autre numéro, tu vas dire comme ça. Alors, donc, de toute façon, le 1, quand il est dans la patience, il a des caractéristiques du 2 et du 9, hein, puisque chaque base a 2 ailes ou 2 côtés, c'est la même chose. Hein, donc, on peut se reposer sur des côtés. Par exemple, le 1, c'est le 2 et c'est le 9. Et d'autre part, le 1, quand il est dans l'action, il peut acquérir certaines caractéristiques du 4. Et quand il est au contraire en situation de sécurité, de calme intérieur, il acquiert certaines caractéristiques du 7. Moi, je suis 7, par exemple. Et donc, ma compulsion, c'est d'éviter la souffrance. Et travailler trop longtemps sur un dossier qui n'avance pas, c'est de la souffrance. C'est pour ça que j'aime bien travailler sur différents projets, etc. Mais quand je suis dans l'action, eh bien, je me connecte à mon pôle 1. Et donc, je suis capable d'aller jusqu'au bout de mes projets et de les réussir. Mon épouse est 1. Et donc, quand elle est détendue et tout, elle aime comme moi bien manger, elle aime bien les plaisirs, visiter des villes, etc. Donc, on se connecte par nos pôles. C'est un exemple. Je parlais des différentes bases. La base 2, enfants, ils ont obtenu l'amour en satisfaisant les besoins d'autrui. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus en fait altruistes et qu'ils ont besoin en fait de l'attention des autres. Et l'intégration, c'est l'humilité, c'est-à-dire c'est d'être altruiste mais sans attendre de retour. Par exemple, le retour peut être simplement un retour d'attention, de reconnaissance. Le battant, c'est son enfance. En fait, on s'est intéressé à ses résultats scolaires plus qu'à ce qu'il vivait à l'école. Et donc, il a cru que pour être aimé, il fallait toujours être le meilleur, en fait. Et le travail et l'image étaient récompensés. Et donc, il a tendance à être le spécialiste de l'image, montrer sa réussite avec tous les attributs de la réussite, hein, des voitures de luxe, etc. Et donc, l'intégration pour le 3, c'est la vérité, c'est de se montrer comme il est de manière authentique. Le romantique, quand il était enfant, il a eu le sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir manqué d'affection. Et son intégration, c'est en fait, c'est de se contenter de sa vie, au lieu de vouloir toujours être dans l'intensité émotionnelle et de vivre des expériences très très fortes, mais c'est de se contenter en fait de ce qu'il a et d'être dans l'harmonie. L'observateur, hein, celui qui a tendance à accumuler les connaissances, à se détacher un peu des autres, à se mettre dans une position d'observateur, quand il était petit, il a eu l'impression qu'on s'était immiscé dans son intimité. Et ça ne lui a pas plu. Et donc, son intégration, c'est le désintéressement, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est capable de faire part aux autres de ses connaissances et disons, d'être dans le partage de ses connaissances et de tout son savoir. Le loyaliste, quand il était enfant, il s'est senti dans l'insécurité et il a perdu confiance dans l'autorité. Et en fait,
travail d'intégration, c'est le courage, c'est la confiance. Donc, c'est sortir de la peur, en fait. L'épicurien, une enfance aussi où il a vécu des moments de peur et s'est évadé dans l'imagination. Et l'intégration du 7, c'est la sobriété, la tempérance, puisque quelque part, la passion du 7, c'est la gloutonnerie. Trop de plaisir, en fait. Le protecteur ou le chef, il a eu une enfance qui était combative, en fait, où seuls les forts sont respectés, seuls les forts peuvent survivre. Et donc, la compulsion d'éviter la faiblesse. Et l'intégration, c'est la simplicité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des 9 bases, là, par rapport à l'enfance et l'intégration. Encore un petit diapositive sur les styles d'intuition. Je vais commencer par le 3. Le 3, là, qui est le centre de l'énergie de l'émotion. Il est un peu comme un caméléon, en fait. Il va changer de personnage pour incarner les qualités qui sont nécessaires à son auditoire. Le 2 aussi, il va changer de visage, il va s'adapter pour répondre aux désirs et aux besoins des autres. Le 4, il va se mettre en résonance émotionnelle avec son entourage, il va s'ajuster aux émotions des autres et il est capable de prendre leur souffrance à son compte. Et il peut faire beaucoup de bien d'ailleurs à des personnes en souffrance, le 4, parce qu'il va être vraiment dans une écoute empathique. Alors, le 6, il va voir les intentions non exprimées qui sont dissimulées sous une façade. Le 5, il va se détacher de ses sentiments pour analyser. Le 7, l'épicurien, il va faire des associations d'idées. Le 9, il va fusionner avec les autres. Le 8, il va ressentir les qualités de présence et les rapports de force. Et alors, le 1 va comparer ce qui est avec ce qui pourrait être idéalement. Et donc, je l'ai dit, je pense que justement, il y a 9 niveaux pour chacune des 9 bases. Il y a 3 niveaux épanouis, 3 niveaux moyens et 3 niveaux pathologiques. Et malheureusement, avec l'âge, si on ne fait pas un travail de conscience, on a tendance à descendre de niveau et donc à aller vers la pathologie et seul un travail de conscience permet de s'intégrer. Les pathologies, on les a vues. Alors, on avait parlé tout à l'heure de Taibi Kahler, qui est un analyste transactionnel. On peut faire le lien entre l'énéagramme et les petites voix intérieures. Il y a 5 petites voix, mais Jean-Philippe Vidal en a ajouté une qui est « Débrouille-toi tout seul ». Et donc, les petites voix, c'est « Sois parfait, sois fort, fais des efforts, fais plaisir, dépêche-toi ». Et on voit que le 1, par exemple, le perfectionniste, il est dans le « Sois parfait » et dans le « Débrouille-toi tout seul ». Le 6, il est aussi dans le « Sois parfait » comme le 1, mais dans plutôt « Fais plaisir ». Oui, je t'en prie. C'est plutôt « Fais plaisir aux autres » ou « Fais-toi plaisir à toi » ? Alors, c'est « Fais plaisir aux autres ». Sois gentil, oui. C'est, voilà. Merci pour la question. Et alors, il y a le driver « Dépêche-toi ». Le 3, il est pressé de réussir, quoi. Et donc, il va faire tout ce qu'il faut pour donc être à la fois parfait, parce qu'il n'y a que les meilleurs qui sont dignes d'être aimés, et parce qu'il faut aller vite vers la victoire et qu'il ne faut surtout pas rater. Alors, on a la petite voix « Sois fort », on a le 2, qui est croisé avec « Fais plaisir », le 5 qui est croisé avec « Débrouille-toi tout seul », et le « Sois fort » avec « Dépêche-toi », c'est le 8. Et le « Fais des efforts », c'est le 9, 4 et 7. Le 9, c'est croisé avec « Fais plaisir ». Le 4, c'est « Débrouille-toi tout seul » et « Fais des efforts et dépêche-toi », c'est le 7. Vite, du plaisir. Voilà. Alors... Stéphane, il te reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Avant les questions. Avant les questions. C'est génial. J'ai les questions et le dialogue. Alors, travailler en équipe, il n'y a pas une base qui est mieux que l'autre. Hein.
toutes vont apporter en fait leur vision du monde et apporter des apports qui sont vraiment utiles au travail d'équipe. Par exemple, les bases mentales, pour aborder un nouveau projet, elles vont apporter des informations. Le 5 va apporter des informations. Le 7 va apporter des idées nouvelles. Hein. C'est l'éternel adolescent, il va faire le lien improbable entre différents projets comme ça. Et des scénarios, hein, notamment des plans B. Hein. Et si ça se passait comme ceci, ça c'est le 6 qui va apporter ça. Les bases émotionnelles vont apporter l'enthousiasme. Le 2, il va apporter ça. Le 3 va apporter le sens du défi. Hein. Allons plus loin, soyons plus exigeants. Et l'originalité pour le 4. Les bases instinctives apportent l'énergie de réalisation. Hein. Le 8, il a une énergie énorme qu'il va mettre dans la réalisation. L'esprit d'équipe, hein, le 9, donc celui qui est médiateur. Et des outils d'évaluation, le 1, le perfectionniste. Et en fait, j'en arrive à la grande question et peut-être au débat. C'est comment utiliser l'énéagramme en fait dans un changement culturel. Alors, on pourrait, enfin moi en tout cas, je l'utilise dans des coachings de dirigeants, d'individus, donc où j'explique l'énéagramme comme je viens de le faire maintenant. Mais je donne aussi d'autres outils comme l'analyse transactionnelle, qui sont les 3 états du moi, parents, enfants et adultes, et les positions de vie, et puis les personnages du schéma d'identité que vous connaissez peut-être, qui sont le prince blessé, le crapaud, le masque et le héros. Donc, ces théories-là sont vraiment intéressantes, je pense, dans le cadre de coaching et notamment dans des programmes de transformation organisationnelle, managériale. Mais on peut les utiliser peut-être aussi dans des sessions en équipe. Par exemple, sur quel changement culturel souhaitons-nous? Nous voulons une transformation, mais quel changement culturel souhaitons-nous? On pourrait le faire avec l'aide de la spirale dynamique. Et puis, quand on veut aborder les relations et les collaborations, là, on pourrait peut-être aborder, disons, l'énéagramme et se dire, tiens, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour mieux se connaître et pour mieux réagir? Voilà, je vais arrêter de partager pour vous demander tout d'abord si vous avez des questions ou des réactions. Et d'autre part, comment est-ce qu'on utiliserait ça dans des projets de transformation? J'en ai une, Stéphane. Oui. Par rapport à ton expérience, évidemment, quand tu rencontres, quand tu te mets en lien avec une personne, quel est le premier petit signe en fait qui va te dire, qui va te permettre d'orienter, de te dire ah là c'est plutôt un 9 ou c'est plutôt un 3. Voilà, bien sûr, je pense que ça demande beaucoup plus d'approfondissement, mais quand on entend parler une personne, etc., d'un point de vue peut-être instinctif, qu'est-ce que tu vas regarder en premier? C'est vrai que ça fait quelques années que je pratique l'énéagramme, donc je vois assez vite le profil ou la base d'une personne. Par exemple, quand quelqu'un me parle d'un conflit et que je vois que ça lui fait vraiment une grande difficulté, je soupçonne qu'il soit 9. Quand je le vois en colère parce qu'il a l'impression d'être trahi ou que ses employés sont des faibles, etc. Voilà, donc je vais découvrir assez vite des signes qui permettent de voir quelle est la base d'une personne. Mais j'aime bien d'abord expliquer l'outil quand même, pour que la personne puisse prendre conscience elle-même de certains mécanismes de défense ou certaines compulsions. Et en général, ça amène vraiment des prises de conscience et des changements de comportement, en fait. Et la personne est plus heureuse, Okay. plus sereine.
Tu as commencé ta présentation par la base, enfin, par l'émotion. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est sur cette base-là, ce critère émotionnel finalement, que c'est peut-être voilà, que tu peux identifier. Alors, je sais qu'on n'identifie pas comme ça, mais je me suis demandé aussi, voilà, tu étais partie sur la base des émotions. Est-ce que c'était un hasard ou un choix, ou alors c'était vraiment le premier critère à prendre en compte? Est-ce que j'arrêterai l'enregistrement?